je vous laisse un petit peu atterrir, mais en même temps, c'est un bel atterrissage. Il y aura des micros disponibles dans la salle si vous voulez poser des questions. Je vais me permettre de lancer la discussion et surtout, sentez-vous libre de lever la main. Ah oui, pardon, bien, la co-scénariste qui est avec nous. Alors, Sébastien, je me permets une première question. Donc, tu disais que voilà, le film est né ici d'une certaine façon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et peut-être revenir à la genèse aussi de ce manifeste que tu as écrit, Biopéra, un futur pour l'opéra, de comment tout ça voilà, se lie? Alors le Biopéra, il est issu d'une démarche personnelle qui a débuté un peu avant le Covid, qui remettait un petit peu en question la manière dont j'approchais ma carrière d'artiste. On va dire que le déclic, la dissonance cognitive a eu lieu vraiment un soir à la Fenice de Venise, l'Opéra de Venise, pour ceux qui connaissent, où j'interprétais le rôle de Werther, qui raconte la beauté de la nature. Et comme dans tous les usages de l'opéra classique, j'étais venu en avion, en remplacement en plus, donc enfin voilà, et je repartais de ce contrat, si je puis dire, de cette soirée après, magnifique au demeurant, enfin c'est magnifique ce lieu. Mais j'étais sur le Vaporetto et c'était une énième aqua alta et il y avait ce cafetier qui écopait à chaque vague de Vaporetto. Il y avait un peu d'eau qui rentrait dans son café et lui écopait dans l'autre sens. Et je me suis dit, c'est quand même assez incroyable que je suis venu chanter cette beauté de la nature sur cette scène magnifique avec tout cet orchestre, tout ce décorum. Et en même temps, je le fais de manière très décarbonée de par les usages de ce métier et de notre art. Et c'était une vraie remise en question profonde de se dire de ne pas culpabiliser ou donner des conseils ou de faire la morale, parce que déjà j'avais aucune leçon à donner, loin de là, j'étais loin d'être irréprochable, et je ne le suis pas aujourd'hui, mais c'est l'idée de faire, si on doit faire des efforts, si on doit s'aligner avec l'accord de Paris, qu'est-ce que ça veut dire pour le milieu de l'opéra ? Et donc voilà, l'écrit est parti de là, d'essayer de remettre en question tous nos usages, tous nos process, pour essayer de trouver plus de... Voilà, je ne vais pas décrire tout ce qu'on se dit ici, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans le milieu de l'opéra, c'était un essai, c'était même avant que paraisse, pour ceux qui connaissent le livre Décarboner la culture, des membres du Shift Project. Et donc, ça a été oui, un essai qui a fait beaucoup parler dans le milieu du classique. Alors, c'est une niche, mais voilà, qui a aussi une grosse responsabilité. On le sait, on l'a vu avec les dernières études. Voilà, c'est un art qui consomme beaucoup. Et donc la manière, c'était de consommer autrement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'essai. C'est une trentaine de propositions très variées, mais aussi sur les enjeux sociaux, etc. Et donc voilà. Et donc je présentais cet essai avec des idées pour repenser notre manière de faire de l'opéra. Et donc je me suis retrouvé invité au Festival Atmosphère pour parler de ma vision. Et c'est là que le producteur Olivier Drouot de La Belle Télé m'a écrit par la suite et m'a dit « Super le Biopéra, est-ce qu'on pourrait imaginer un concept pour la télé ?» Et de là est née l'idée en fait de faire un opéra autrement, évidemment, avec un nouveau récit, de manière plus dynamique pour le grand public, de resserrer l'action, mais aussi de le mettre face aux enjeux écologiques, évidemment. Et puis, enfin... d'essayer de le produire donc, de manière très décarbonée, comme je le préconisais dans le Biopéra, au revoir madame, comme je le préconisais dans l'opéra, d'essayer de s'aligner sur l'accord de Paris avec 25 ans d'avance, ce qui voulait dire de le produire de manière très décarbonée, soit moins de 80% par rapport à une production, on va dire, classique d'opéra ou même de cinéma, parce que les conditions dans lesquelles a été tourné le film, on est très loin le budget moyen d'une production du cinéma, c'est 3 à 4 millions d'euros. Là, on est à moins de 300 000 euros. On a tourné ça en même pas 2 jours. Donc, voilà, c'était un véritable tour de force de faire un spectacle vivant vraiment punchy. Et puis, donc voilà, ce concept est né de là. Il y a eu beaucoup de questions. Clélia pourra nous en parler après, qui est venue. Donc, Olivier m'a contacté. Et puis après, c'était de monter l'équipe pour faire ce projet, de trouver, lever un petit peu toutes les bonnes volontés qui voudraient s'associer au projet. Et voilà, évidemment, il faut écrire par rapport à un lieu, par rapport à des personnages, c'est jamais facile. Bon, il y avait quand même cette idée de trouver un titre qui puisse parler dans un futur proche. C'est vrai que la bohème de Puccini, ce qui est intéressant, c'est que
voilà, c'est 4 artistes, mais même à l'époque de Murger, lorsqu'il a écrit sa nouvelle, c'est vraiment questionner cette société, qu'est-ce que ça veut dire. Alors à l'époque c'était plus sur les injustices sociales vis-à-vis de la maladie, mais on se rend compte que finalement c'est ça qui est magnifique à l'opéra, c'est que les récits ne prennent pas une ride ou très peu. Alors justement d'un point de vue réécriture, est-ce que peut-être vous pourriez nous en parler, comme on approche la bohème pour en faire une bohème 2050? Alors nous du coup, ça va, vous m'entendez bien? Du coup, nous, on a été contactés, comme Sébastien l'a dit, au moment où le projet s'est monté. Et d'ailleurs, merci beaucoup de faire appel à des jeunes auteurs pour ce projet. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a rencontré Olivier via le Shift Project, qui rassemblait des auteurs qui voulaient parler d'écologie, enfin, des scientifiques, des ingénieurs. Et moi et un de mes collègues, on avait fait une école d'ingénieur avant. Et donc, quand on a lu l'opéra et les nouvelles de Murger, ce qui nous a marqué, c'était que la bohème, c'était à la fois un moment de joie, parce que c'est beaucoup de rire, et en même temps une tristesse à la fin. Et on voulait raconter une personne qui tombe amoureux, mais que même si cet amour meurt, il y a quand même autre chose qui va se dessiner. Et on a proposé plein de concepts, comme l'a suggéré Sébastien, mais c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'intelligence artificielle qui devait tous nous sauver et dont Rodolfo va tomber amoureux pour elle et pour ce qu'elle représente, qui finalement va s'éteindre parce qu'en fait elle représente un espoir qui est factice. Et pour écrire ça, on a beaucoup rencontré des amis de promo d'école d'ingé, des scientifiques pour savoir qu'est-ce que c'était vraiment le technosolutionnisme et comment ça pouvait s'intégrer dans cette histoire. Donc merci de nous avoir permis de faire ce va-et-vient scientifique et artistique autour en plus de l'opéra qu'on a découvert aussi dans ce projet. Pour la petite année, parce que moi je suis un féru des comment se fabriquent les films et on se rend compte que c'est parfois des anecdotes assez croustillantes. Pour tout vous dire, moi à l'époque, bon, il n'y avait pas énormément d'opéras. Enfin, la liste, on était très libre dans la réflexion. On ne disait pas grand-chose à toute l'équipe, on va dire resserrée, pour que vraiment chacun, ça soit un grand brainstorming. Bon, moi j'avais quand même les opéras qui étaient ciblés. Il y avait quand même 2-3 titres très clés, dont Bohème évidemment. Et tout de suite dans le concept, moi j'avais dit à Olivier, voilà, il fait chaud, au lieu de mourir de froid, on va mourir de chaud. Après, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, quand on a travaillé 3 co-scénaristes, et quand ils sont arrivés, alors il y a aussi Anthony Pinelli à la réalisation qui a rejoint l'équipe. Et quand ils nous ont parlé de l'IA, Mimi en IA, je vous avoue que moi, on s'est regardé avec Anthony, on s'est dit, alors c'est déjà assez compliqué à découper, mais alors comment on va réécrire une IA par rapport à l'œuvre de Puccini qui est très très écrite? Donc il y a des petits mots, il a fallu changer, enfin adapter, trouver dans l'italien, jouer sur les mots. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, on s'est regardé, genre, bon, ça va déjà pas être facile, mais alors là, ça va être très très compliqué, mais et on n'était pas très chaud en fait. Hein. Et puis finalement, en lisant le pitch comme ça, on se disait, il y a peut-être quelque chose à travailler. Enfin voilà, c'est pour dire que des fois, ça part de rien, on n'est pas trop convaincu, puis à l'arrivée, on arrive à faire des choses malgré tout. Est-ce que vous avez peut-être des questions Alors, je continue. Résultat, Jean-Vincent, la différence en tant que soliste de chanter sur scène dans un théâtre et chanter face à une caméra, les enjeux artistiques. Ça n'a strictement rien à voir, puisqu'en fait, on n'est pas du tout habitué dans notre métier à travailler comme ça, puisque en fait, nous, on travaille avec une fosse d'orchestre qui est devant nous, et puis un chef d'orchestre, et puis le public qui se trouve assez loin. Et là, on se retrouve avec une caméra qui se retrouve quand même là. Donc, c'est plus du tout. Moi, je me souviens aussi d'anecdotes, parce que c'est très nouveau. Moi, j'avais jamais fait ça. Et le réalisateur qui vient me voir, il dit, ne regarde pas la caméra, ça se voit, ne regarde pas. Et donc voilà, c'est des choses dans lesquelles on n'a pas l'habitude. On a fait ça. Donc ce que vous voyez, c'est on chante vraiment. Donc on n'est pas du tout, il n'y a pas de la post-synchro où on a chanté ailleurs et puis on est venu recaler sur les mouvements de la bouche, on est venu recaler du son. C'est pas vrai, on chante vraiment. Mais c'était toute une autre conception à laquelle il fallait s'adapter. On a fait ça très rapidement, puis c'est très bien fait. Et en fait, on avait des petits haut-parleurs. La musique avait été enregistrée avant, donc l'orchestre avait enregistré
avant, et puis nous on avait de la musique qui était retranscrite dans un haut-parleur, et puis il fallait chanter par-dessus et que tout ça puisse se synchroniser parfaitement. Donc c'était une expérience totalement nouvelle. Tu veux rajouter ? Non, j'ai une autre petite anecdote par rapport à ça, parce que j'aime bien les petites anecdotes. La veille du tournage, alors moi, dans mon parcours, j'avais fait beaucoup depuis toujours, je voulais faire du cinéma autour de l'opéra. J'avais eu la chance de travailler avec des réalisateurs comme Marco Bellocchio, Vittorio Storaro à la photo, sur des gros projets où, alors là, c'était plusieurs millions, tout en direct. Donc le même film plus ou moins que vous voyez là, mais en direct, donc avec des cas régies, satellites, enfin c'était démentiel. Mais c'est vrai que dans tout ce process d'accompagnement, bon, j'avais, on va dire, une expertise et d'autres projets aussi avec d'autres réalisateurs. Une expertise un peu de comment on pouvait faire la même chose, mais avec beaucoup moins. Et donc, l'ingé son, la veille du tournage, je me dis, on va pas y arriver, ça va jamais marcher, ça passera pas. Je lui dis, ne t'inquiète pas, ça va marcher. Et le lendemain, il me fait, ça marche. Je savais. Mais c'est vrai que jusqu'à la veille du tournage, il y avait beaucoup d'appréhension, même chez les solistes. Il y avait certains qui me disaient, ah, quand même, ça va être chaud techniquement, Enfin, ça se joue à rien du tout. J'ai dit, faites confiance, l'alchimie, et vous êtes bon. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, quand on est à l'opéra, on a un chef d'orchestre qui nous donne des repères. Quand il bat la mesure, en fait, il nous donne des repères musicaux pour pouvoir intervenir au bon moment. Et là, on n'avait pas ça du tout. Donc, il fallait se fier uniquement à notre oreille et qu'à ça. Et donc, c'est une prouesse technique vraiment qu'il faut saluer, quoi. Oui, parce que c'est vrai que quand on chante déjà, du coup, on se coupe beaucoup du bruit. Enfin, c'est difficile de s'entendre. Mais alors, en plus, quand on se met à chanter à 4, 5, 6, 7, comme un moment dans le grand final du 2, alors là, ça c'est pareil. Il n'y a pas de chef. Et pourtant, le miracle fait qu'il y a une espèce de communion. On retombe tous ensemble sur le même temps en live. Et là, ce que vous voyez, quand vous tournez en 2 jours, vous ne faites pas 40 prises. Hein. C'est one shot, deuxième peut-être. Mais voilà, on est... Mais après, ça, c'est la rigueur aussi de l'opéra, des artistes lyriques qui ont une habitude de travail assez rigoureuse. Et c'est vrai que ça permet de canaliser, d'aller tout de suite à l'essentiel, comme par rapport s'il y a des gens du cinéma dans la salle où on va plus travailler davantage, refaire des scènes. Voilà. À l'opéra, il y a comme un orchestre, c'est 60-80 musiciens, plus la technique, plus les décors, enfin, on n'a pas le temps, en fait. Un service d'1 heure, c'est des milliers d'euros. Donc, du coup, il faut que tout le monde soit prêt à la première note jouée, en fait. Voilà. Donc, merci, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié cette diffusion. Je trouve que ce format, là, raccourci, condensé, ça convient bien à l'écran. J'ai pas assisté à beaucoup d'opéras dans ma vie, quelques-uns il y a une quinzaine d'années. C'est toujours des œuvres qui s'étendent sur 2h30, 3h couramment, dans mon souvenir, y compris la Bohème. Et là, rien ne m'a manqué, personnellement, de la Bohème. J'avais trouvé que l'œuvre est très bien rendue. L'économie de moyens, je pense que ça se traduit aussi par le fait que les chanteurs sont toujours cadrés serrés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à montrer autour, finalement, d'un certain point de vue. Je pense que vous allez à l'essentiel, et l'émotion passe très très bien à travers ça, l'émotion du chant. Donc moi, je trouve que c'est très très réussi. Que vous ayez pu le tourner en 2 jours, je trouve ça incroyable. Il y a beaucoup de préparation avant, bien sûr. Je pense que c'est aussi votre expérience scénique qui fait qu'effectivement, vous êtes tout de suite prêt... right on time, forcément, quand on est un spécialiste de la scène, j'imagine. En tout cas, bravo. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres projets du même genre? Parce que c'est vraiment un format adapté à l'écran, ça, je trouve. Ah, c'est le moment. On arrive. Y a-t-il des producteurs dans la salle? Alors, le format, évidemment, moi, à titre personnel, j'ai découvert l'opéra assez tard et ma voix assez tard. Je suis originaire des montagnes où il n'y avait pas vraiment les opéras. Enfin, j'ai découvert cet art vraiment avec les grands concerts des 3 ténors, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cette volonté de créer un format grand public, parce que je me rappellerai toujours, quand j'ai découvert l'opéra, autant j'aimais la performance vocale, autant comme vous, les premiers opéras, même si ça m'a passionné tout de suite,
bon, effectivement, c'est tout de suite 2 heures, 3 heures au début pour un premier pas, et même quand on ne vient pas de cet univers-là, ça peut paraître un peu long. Donc il y avait quand même cette idée de faire ce programme pour France Télé avec une idée de rendre le programme plus punchy. Peut-être qu'on aurait plus de moyens, plus de décors, peut-être que j'aurais rajouté plus de choses. Alors dans la Bohème, le chœur n'est pas trop présent, mais on aurait pu en rajouter un petit peu plus, des choses comme ça. Si ça avait été un autre titre, peut-être que voilà, on n'aurait pas fait l'économie du chœur. Là, bon, d'un point de vue technique, budget, on a préféré être focus, comme vous l'avez dit. En fait, l'important, c'était créer la dynamique. Alors oui, on se retrouve à un programme un peu hybride, un peu entre film, mais pas trop long pour accès à l'opéra. Ça, c'était quand même finalement... c'est toujours pareil. Quand vous n'avez pas trop de budget, il faut avoir des idées et des faiblesses, en faire des forces. Donc voilà. Donc on n'avait pas de... Tout ce que vous voyez à l'écran, que ce soit alors les décors, on est au château de Versailles, donc on s'est permis quelques plans un peu sympathiques. À filmer, il y a plus moche quand même. Mais après, tout ce que vous voyez, les accessoires, même les costumes, enfin voilà, c'est que des prêts, c'est des partenariats avec des couturiers, des choses comme ça. Donc c'était vraiment une réflexion de comment on peut faire l'économie de ça. En fait, il y a vraiment cette idée de philosophie de dire on est en 2050. Il n'y a plus de budget pour la culture, il n'y a plus rien pour faire des films, il n'y a presque plus d'opéra. Comment on va encore faire de l'opéra? Et on va essayer de faire beau, chouette, et en plus que ça donne envie que ce soit désirable, en fait, de se dire, alors la Bohème finit mal, donc voilà. Et j'ai une autre anecdote sur la fin, d'ailleurs, on va pouvoir en parler, avec les scénaristes aussi. Mais il y avait vraiment l'idée de rendre le futur vraiment désirable sur scène, de donner quand même cette gaieté de la Bohème, et puis même dans la manière de le produire, même s'il n'y avait pas tout d'un grand film, en tout cas de le filmer comme si c'était un grand film, de ne pas se priver. On savait que l'orchestre, ça a été... c'était la bande son pour enregistrer l'orchestre. Même le chef d'orchestre, la première fois qu'il a écouté l'enregistrement, il m'a dit, mais... parce que moi qui suis habitué à faire des prises de son pour des disques, enregistrer plus d'1 heure d'écart de musique en quelques prises comme ça, en quelques services, c'est un travail. Enfin, on a eu beaucoup de chance, mais on était très préparés, comme vous l'avez dit, c'était beaucoup de préparation. Donc tout ça a bien marché, mais je crois que c'est l'important aussi de la philosophie du projet. Quand il y a un peu de collectif et plein de bonne volonté, les choses finalement se font. Et ça, on connaît beaucoup ça au théâtre. On arrive à la Générale, rien ne marche, c'est une catastrophe, les décors, il n'y a rien, tout plante, la lumière. Et puis à la première, on ne sait pas pourquoi, miracle, le filage, aucun problème. C'est un peu pareil, on a essayé de retrouver cet état d'esprit. Par rapport au futur désirable, je fais un petit aparté, enfin on ne m'avait pas posé la question, mais c'est vrai que par rapport au scénario, on a eu un grand débat, parce que c'était un projet pour France Télé, donc avec cette volonté de grand public, donc pas trop long effectivement, et un peu faire l'opéra un peu autrement. C'est vrai que la fin, il y avait une conclusion qui était écrite, qui était un peu différente, avec une petite morale. Et moi, j'étais très pour qu'on la mette. Et j'ai pas eu, il y a eu un gros débat à la fin de la production. Je pense que les scénaristes étaient très pour qu'on mette ce petit texte aussi. Et j'ai pas eu gain de cause parce que l'idée, c'était que Mimi, à la fin, vraiment, c'est une IA et toute IA qu'elle est, dans son intelligence, disent en gros, la solution, ce n'est pas moi, la solution est en vous, et donc moi, je vous détourne des enjeux, de vraiment prendre votre destin en main d'humain pour la planète, donc je choisis de me déconnecter, même si elle tombe amoureuse de Rodolfo. Et ça, pour moi, la boucle était bouclée, enfin pour tout le monde. Et on a eu un gros débat à la production. Il y a eu des peurs que pour France Télé, ça fasse un peu trop moralisateur ou que finalement, ça laisse pas assez ouvert sur la fin. C'est des choix esthétiques. Je vous avoue que même aujourd'hui, je ne sais pas si on a fait la bonne décision. Moi, j'étais pour garder un petit peu ce coin. Pardon. La question. Ah, et est-ce qu'il y a d'autres projets? Ah oui, bah oui. Évidemment, on pourrait faire d'autres programmes. Oui, il y a les opéras qui pourraient se prêter à ce genre d'exercice, ils sont infinis. Il y a un savoir-faire qu'on a acquis et qui est nécessaire, parce que c'est, comme le disait Jean-Vincent, chanter en direct comme ça,
ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que c'est quelques soirées sympathiques avec l'ingé son, le montage, on repasse à l'image, mais je crois que dans les films, en fait, bizarrement, on se concentre beaucoup, dans le milieu du cinéma, beaucoup sur l'image, mais je peux vous dire que le métier du son, surtout sur un projet comme ça, il est fondamental, c'est-à-dire que c'est toute la rythmique du film, en fait. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire qu'on a pu développer spécifiquement pour film, donc oui, ça pourrait amener à d'autres choses. Maintenant, c'est toujours pareil, on est dans une économie aujourd'hui, les projets, France Télé, la culture, l'opéra, oui, non, bon, peut-être que ça dépend comment on le voit. On pourrait se dire, bon, oui, ils ont mis de l'argent, le projet s'est fait. Il y a 3 ans, on m'aurait dit, vous allez revenir au festival dans 3 ans avec ce projet-là. J'aurais dit, mais fantastique. Donc le projet, il existe. En faire un deuxième, oui, ça pourrait. C'est toujours pareil, est-ce qu'on y va? Moi, j'ai plutôt l'envie, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a créé un projet qui était décarboné en coulisses, un nouveau récit, une autre manière de filmer l'opéra. Moi, ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est faire vraiment un grand film qui relie les arts, qui réinvente un peu le prémisse, comme si cette bohème était quelque part un pilote, mais un grand film qui pourrait aller chatouiller, j'ai dit hier comme une boutade, il y a 3 ans... en 3 ans, on est ici avec un film. Dans 3 ans, rendez-vous à Cannes. Bon, ben voilà, ça serait vraiment l'envie de faire un grand film d'opéra comme on n'en a pas vu depuis longtemps, une grande fresque lyrique. Et bon, ça c'est un projet que je mûris depuis de plusieurs années, mais peut-être que voilà, c'est l'heure de réfléchir à faire quelque chose ou un format un peu dans la continuité de celui-là, mais autre chose, bon, c'est des choses en cours, il faut discuter, il faut aller chercher, comme tous ceux qui viennent discuter ici, c'est le chemin de croix des réalisateurs, c'est jamais facile, mais bon, la bohème, ça n'a pas été facile, plein de fois on a cru que ça se ferait pas parce que ça se joue à pas grand-chose, il faut que l'orchestre soit libre, il faut que le château de Versailles soit libre, il faut attendre que le public sorte du château de Versailles, il faut attendre que le soleil se couche, mais attention, il va bientôt se coucher, mais il y a encore du monde qui passe dans le champ, enfin, les histoires de tournage, c'est infini, mais c'est fantastique. Enfin, je veux dire, moi, le jour du tournage, j'étais comme un enfant, je sautais partout, j'étais comme un poisson dans l'eau. Enfin, j'avais l'impression que j'avais fait des films toute ma vie, alors que j'étais tout naïf, mais ça m'a plu aussi. Donc oui, l'envie est là, la démarche aussi. Après, peut-être rendez-vous dans quelques années. D'autres questions peut-être du public ? En fait, la question que je me pose, c'est ce projet, il est né d'une démarche à l'origine des coproductions, enfin d'une démarche écologique, de vouloir décarboner ce monde de l'opéra dans lequel vous êtes. Et aujourd'hui, quand on vous écoute, on se demande où en est cet engagement-là, parce qu'en fait, vous donnez l'impression de vous être vraiment pris au jeu, c'est-à-dire d'avoir envie de faire d'autres films, évidemment avec votre matière première qui est l'art lyrique, mais l'engagement, est-ce que la greffe a pris avec le monde dans lequel vous évoluez? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que c'est une prise de conscience? Parce que là, il y a un partage culturel. En fait, vous avez rendu accessible la bohème de Puccini sur une chaîne de France Télévisions. Mais la démarche écologique, elle en est où? Est-ce que la greffe a pris? Bon, on aborde les questions délicates, alors politiquement correctes ou pas. Quand l'essai est sorti, quand je travaillais sur ces enjeux-là, dans le milieu de l'opéra, tout le monde m'a tapé sur l'épaule, c'est formidable. Et puis quand j'ai dit, en fait, c'était très compliqué d'avoir des bilans carbone, d'avoir des données, et à propos, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques profondes dans notre manière de fabriquer de l'opéra. Et quand j'ai commencé à dire, en fait, c'est super de trier les gobelets, mais on est à 0,01% du bilan carbone. Et si on veut vraiment s'attaquer profondément au problème dans les bons ordres de grandeur, parce que c'est tout ce qui est... enfin voilà, à un moment donné où on travaille sur 1% du problème, où on travaille sur 80% du problème. Et si on veut travailler sur ces 80%, on aborde des questions qui sont... qui deviennent très politiques et pour lesquelles, en fait, j'ai commencé à entendre sur le principe oui, et puis après, ça, ligne rouge, ça, pas touche, ça, pas touche, ça, pas touche, et finalement, on touche à rien.
ou très peu. Donc il y a des projets, il y a des initiatives dans le monde de l'opéra, il y a plein de projets un peu... Mais ce que je peux reprocher, si je vois le verre à moitié plein, c'est que c'est parfois des enjeux, des approches un peu isolées, ou pas des coups d'épée dans l'eau, parce que c'est toujours bien de le faire, mais pas pris mais à l'image de la société, pas pris dans une globalité en fait. Et surtout là en ce moment dans l'humeur politique est un peu en recul, c'est encore plus simple, c'est encore plus sous le tapis. Mais dans le milieu de la culture, il y a quand même des équipes qui sont motivées, qui sont engagées. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal. Par exemple, moi d'un côté, j'ai pu dénoncer des choses, dénoncer des approches, par exemple, que pratique l'Opéra de Paris. Je dis, si on pratique comme ça, on ne va pas s'en sortir. Et en même temps, il y a des équipes qui ne vont pas faire, quand je dis ça, ça ne fait pas plaisir à la direction. Et en même temps, il y a des équipes qui m'invitent pour aller faire une conférence sur les enjeux de la transition écologique au sein de l'Opéra de Paris, parce qu'on a envie que ces discours-là pénètrent, fassent naître des idées, donc des interviews, enfin beaucoup de lobbying quelque part, de soft power en coulisses pour essayer de faire changer les choses. Moi, à titre personnel, dans ma carrière, j'ai essayé de réduire de 80% l'empreinte carbone de mes tournées, et j'ai perdu à peu près 20% de mes revenus. L'année suivante, je me suis dit, alors je vais faire une saison 100% décarbonée. Donc je me suis dit, il n'y a pas un avion, rien, vraiment que du train, que de la mobilité douce. Et là, j'ai perdu à peu près 50% de mes revenus. L'impact a été radical, parce que l'économie de l'opéra, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, outre le fait que vous prenez souvent l'avion pour aller faire vos contrats, donc forcément, c'est un moyen le plus carboné, enfin un des plus carbonés. Et quand vous... il y a ça, mais il y a aussi tout l'envers du décor qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un opéra qui va faire des efforts, qui va dire à tous les artistes venez en train, et puis qui va faire un concours d'orchestre où vous avez 100 personnes qui viennent en avion pour faire le concours d'orchestre pour jouer un trait de violon 3 minutes. Et alors là, tous vos efforts de toute la saison, ils sont anéantis pour 3 ans. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi, je me retrouvais lors de cette saison décarbonée avec des gens, des directeurs, qui ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas venir auditionner dans leur théâtre pour un rôle, que je ne voulais pas traverser toute l'Europe pour venir chanter 3 minutes sur leur scène. Pour eux, à la rigueur, un enjeu économique, mais ils ne comprenaient pas la démarche écologique par rapport à ça. Enfin, c'était un discours qui était d'un autre temps. Enfin, il y avait... Alors moi, je disais, bah si, c'est une démarche 80%, 100%, bref. Tout ça pour dire que j'ai continué dans cette envie, mais il y a un moment donné, vous devez choisir si vous restez à l'intérieur ou essayer de faire bouger les choses, ou si vous changez complètement de filière, faire autre chose. Donc j'ai choisi de rester à l'intérieur. Donc une première saison, j'ai dû reprendre l'année suivante un peu l'avion pour retrouver un peu si je puis dire, de revenus, de quoi vivre, parce que voilà, à un moment donné, vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, trouver cet équilibre autour de 70-80% en moins de moyens carbonés, on va dire, et puis le reste pour essayer de trouver un équilibre. Ça, c'est à titre personnel. Après, il y a dans l'opéra beaucoup de problématiques avec des collègues à qui je dis arrête de faire tes selfies comme ça, là, super, je fais dans l'avion de dernière minute, parce que oui, peut-être pour un public de l'opéra, ça fait partie de l'usage, et voilà. Mais moi, je pense à toute la nouvelle génération, notamment de Clélia, qu'il a abordé tout à l'heure, avec des jeunes ingénieurs qui se posent beaucoup de questions, qui veulent changer la donne quelque part. Et ça c'est très palpable. Et moi, je me dis, mais quand ils voient des selfies d'un chanteur qui va faire un remplacement et qui est tout fier, alors c'est très sympathique, mais faisons le selfie sur la scène, pas forcément pour promouvoir. Donc il y a encore beaucoup de travail, il y a des choses qui se font, plus qu'il y a 20 ans, plus qu'il y a 10 ans, ça s'est beaucoup accéléré, on va dire, ces dernières années. Là, c'est un peu, bon... Voilà. Pour moi, on n'est pas encore à la hauteur. Moi, j'avais envie, l'opéra, quand il a été créé, c'était l'art principal avant le cinéma, tout ça. C'était vraiment l'art qui était à l'avant-garde, qui a eu une grosse position d'avant-garde. Moi, j'aurais trouvé extraordinaire, et c'est un peu la conclusion de mon essai, que l'opéra retrouve cette place d'avant-garde
et soit parce qu'ils en avaient les moyens, ils en ont les moyens. C'est un art, même s'il manque toujours de l'argent à l'opéra, comme partout dans la culture, mais c'est quand même une grosse machine, c'est un gros paquebot culturel. Donc il y a des moyens de faire des choses, de véhiculer d'autres images, et j'aurais adoré qu'on se saisisse de cet enjeu pour dire, nous à l'opéra, on est déjà alignés sur l'accord de Paris avec 25 ans d'avance, ce qui était un peu le but de l'essai, et tout le monde m'a dit, ce que tu dis c'est impossible, et donc on l'a montré avec la Bohème, si regardez c'est possible en fait. Donc maintenant, est-ce qu'une structure va aller plus loin? Pardon, je parle beaucoup, je monopolise un peu, mais c'est des questions tellement larges, c'est difficile de faire vite. Tu es là pour ça. Enfin, en tout cas, ce que je trouve, c'est que l'écologie, ce qui est génial, c'est que c'est le moyen de démocratiser. On peut aussi prendre les choses comme ça. L'écologie est le moyen de démocratiser l'opéra grâce à l'image. En fait, là, vous avez fait d'une pierre 3 coups, moi, je trouve, en faisant ça. C'est-à-dire que c'est ça qui me paraît super dans ce... c'est vrai que je suis réalisatrice, donc je vois effectivement tout le travail vraiment d'image, de tournage qui est enfin vraiment... Bon, il y a des trucs de montage, moi ça quand même, il y a des trucs qui ont été un peu faits vite à mon avis, mais on voit que vous n'avez pas tourné longtemps, on voit que vous avez vraiment... Mais au-delà de ça, on s'en fout parce que la recette, elle fonctionne. Donc tant pis si l'opéra, le vrai, ne change pas assez vite. Mais là, vous véhiculez toutes les valeurs qui fait qu'on est dans ce festival. Donc, et en plus, il y a sans trahir Puccini, en plus. C'est ça que je trouve génial, quoi. Voilà. Je me permets d'ajouter quelque chose. C'est comme Sébastien l'a pas forcément dit, mais l'un des enjeux aussi, c'est d'amener aussi, si je peux me permettre, mais un public aussi à l'opéra. Et puis il y a quelque chose aussi qui moi me tient à cœur, j'en ai parlé un petit peu en coulisses et tout, c'est que faut se rendre compte d'une chose, c'est que je vous invite à aller à l'opéra, car c'est la seule musique que vous écouterez au concert qui ne sera pas amplifiée. On se rend plus compte que dans notre vie, en fait, on n'écoute que de la musique qui est amplifiée, qui passe par des haut-parleurs. Et l'impact d'une voix dans une salle d'opéra, l'impact d'une voix qui ne sera pas amplifiée, là, vous avez pu ressentir l'émotion qu'il y a. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Et je vous invite, je pense que le film porte ça aussi, d'aller pousser les portes d'une maison d'opéra, d'aller chercher une émotion encore plus directe. Je vous invite à y aller. Voilà. Non, mais là, vous n'avez pas de micro du tout. Non. Forcément, si. Enfin, il y a le micro qui capte nos voix, mais on n'est pas. On chante en direct. Oui, vous chantez en direct. Oui. Vous avez des micros. Oui. Ah oui. Oui, on a un micro qui prend le son. Oui, quand même. Oui. Non, mais dans une salle d'opéra, on est sans micro. Voilà. Donc il y a une vraie physicalité de l'onde sonore que l'on reçoit. C'est vrai qui est encore autre chose. Et oui, je veux juste compléter, c'est ça qui nous avait énormément plu dans le projet. Enfin, nous, on ne connaissait pas vraiment l'opéra. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va écrire? Mais bon, quand on vous dit, est-ce que vous voulez écrire un film qui parle d'écologie? On dit oui, on ne dit pas. Et du coup, on a plongé là-dedans. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'on voulait faire quelque chose de joyeux. Même si ça se terminait mal, il y a toujours eu l'idée d'avoir des couleurs joyeuses, toujours eu l'idée de parler d'écologie d'une manière qui était détournée par la forme. Ça c'était un gros moteur du projet, et on espère nous aussi que ça donne plus envie de découvrir cet aspect-là. En fait, pour vous dire la vérité, quand on est allé voir France Télé, on était vu un petit peu comme une sorte de spectacle vivant. En fait, pour France Télé, parce qu'il y a beaucoup de cases selon les guichets, et le problème quand on fait de l'hybride, c'est qu'il n'y a pas de guichet pour l'hybride. Donc vous êtes ou un spectacle vivant, ou un film musical, ou et là, quand vous faites un ovni, vous êtes un ovni. Donc c'est toujours. Donc le projet à la base, il était dans le concept, il était
parce qu'au début, pour avoir un petit peu de financement pour l'écriture, il y avait cette idée de la caméra et le public ont fait un spectacle immersif en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien se dire à tout moment, alors on ne l'a pas fait pour des raisons techniques, parce qu'on voulait éviter les bruits parasites, mais on aurait très bien pu, et d'ailleurs ça a été une question qu'on a abordée avec Versailles, d'avoir du public qui suivait en fait les chanteurs comme un spectacle immersif, comme on voit aujourd'hui des escape games, des choses comme ça, avec des acteurs, des choses comme ça. On aurait pu le faire très bien en live avec le public tout autour qui suit l'action dans les couloirs du château de Versailles. Voilà, donc il y avait quand même cette idée de spectacle un peu immersif qui devient un spectacle filmé où le public aurait pu être là. Après, on l'a travaillé autrement, mais on était prêts, nous, à avoir une approche aussi un peu, d'être un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on l'a vendu sous la forme d'un opéra capté en live, comme s'il pouvait y avoir un public qui regarde, mais avec la volonté de aussi faire un film quand même. Donc voilà, donc c'est une question un peu difficile. Et non, ça nous a pas manqué parce qu'après on est dans l'histoire. Quand on chante, quand on est sur scène, c'est assez curieux. La seule chose intéressante qui peut manquer quand il n'y a pas le public, c'est que Jean-Vincent peut en témoigner. Quand on est sur scène avec l'orchestre, vous avez des moments dans la soirée, pendant vos airs, pendant vos morceaux. On court toute l'année après le temps suspendu. Il y en a certains qui appellent ça la note bleue. D'ailleurs, c'est marrant, je pense à la planète, la note bleue. Donc, c'est le temps qui se suspend comme ça à l'opéra. Ça arrive parfois, quelques instants dans une soirée, où vous sentez au moment où vous chantez, quand vous susurrez sur vos lèvres l'orchestre, le chef, tout le monde retient son souffle, et dans la salle compris. Il n'y a personne qui tousse. C'est des moments très magiques, très rares. Et vous essayez d'en avoir le plus possible dans l'année, voilà, et c'est presque, et ça c'est des moments incroyables. On peut se dire dans un film sans le public, parce qu'on sent vraiment, ça crée une osmose, mais qui dure quelques secondes, parfois jusqu'à 5, 6, 7, 8 secondes, et ça repart. Comment on peut recréer ça à travers un film? Et je crois qu'à des moments, enfin, c'est quand on touche l'émotion sincère, qu'on réussit à la capter avec une caméra. Bon, voilà, comment on la recrée? C'est vrai que nous, on est habitué à la créer avec 3000, aller jusqu'à 3000 personnes autour. Bon, là, il faut le faire en équipe un peu réduite, mais sur le moment, ça m'a pas paru... j'ai pas ressenti l'absence du public comme un manque profond. Je sais pas toi, Jean-Vincent. Non, et puis on est un peu habitué, quand on a fait les répétitions, on a l'habitude, c'est comme quand on est à l'opéra, quand on répète, et le public, c'était comme si au moment où on tournait, c'est comme si, quand la caméra est là, c'est comme si le public était là. Donc il y avait ce même petit stress, cette même petite appréhension qu'on a quand on rentre en scène, quoi. Donc moi, ça m'a pas manqué, quoi. Oui, il y a quand même l'énergie. Il y a quand même l'énergie du direct, comme on savait qu'on avait quasiment une bonne prise pour faire la prise. La dernière prise que vous voyez, donc, qui est au petit Trianon à Versailles, au coucher du soleil. Bon, là, on savait qu'on partait. C'était un coucher de soleil. Il n'y en avait pas deux, parce qu'après, ça voulait dire la semaine prochaine, parce que le public, voilà. Et de toute façon, le car régie, enfin, il n'y avait pas de car régie, mais je veux dire, le caméraman n'allait pas revenir. Donc vous êtes quand même, on est quand on a pitché le concept à France Télé, on était dans l'idée d'un live quand même. C'était un film musical, mais c'était quand même une sorte de captation live aussi. Enfin voilà, comme s'il pouvait y avoir le public. Enfin c'était très bizarre pour vous dire la vérité. Lorsque j'ai essayé d'expliquer ce qu'on allait faire et qu'on commençait à travailler à filmer l'orchestre à l'Opéra de Versailles, le directeur de l'Opéra Royal de Versailles me disait: Sébastien, je ne comprends rien à ce que tu es en train de faire dans mon théâtre. Je lui ai dit: t'inquiète pas, ça va être génial, ça va bien se passer. Mais parce que c'était difficile d'expliquer comment ça allait rendre. Je lui disais: mais alors c'est un opéra live, mais tu vas voir, mais on va se promener, mais on va raconter des choses, mais parce que là, maintenant, on le voit à l'écran, on se dit: ah ben oui, d'accord, ok, mais à l'époque, mais c'est quoi? Mais vous filmez sur scène, vous êtes où? Vous allez où? Qu'est-ce que vous allez découper? Enfin voilà, et puis l'orchestre, il va être là, il va pas être là.
Enfin, bon, voilà. Bon, le résultat, ça donne ça. Mais c'est vrai, quand on s'est pointé, quand j'ai essayé de... Bon, ça s'est bien fait, ils ont joué le jeu, mais c'est vrai que voilà, maintenant qu'on voit le résultat, on se dit ah oui, d'accord, c'est ça, on comprend un peu les enjeux, voilà, un peu tout d'une pierre trois coups, mais à la base, la pierre trois coups, elle était un peu nuageuse. Oui, et quand on a écrit aussi, en fait, quand on propose comme ça un format nouveau, hybride, il faut être OK pour l'inventer au fur et à mesure qu'on le propose. Enfin, nous, effectivement, la SSCD m'a appelé bien après en me disant je ne comprends pas. C'est film ou spectacle vivant? C'est quoi votre truc? Je dis ah, mais vous n'êtes pas la seule à poser la question, rassurez-vous. Et donc, au début, on avait écrit une série en 3 épisodes avec beaucoup de dialogues. Après, la production nous a dit mais en fait, on va pas pouvoir trouver des acteurs qui chantent de l'opéra, ça n'existe pas. Donc, soit les gens chantent, soit les gens en jouent. On s'est dit ah, ça veut dire qu'il faut couper tous les dialogues. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on a dû faire d'autres concepts. Effectivement, à un moment, il y avait le public, alors on s'est imaginé des concepts avec les publics. Après, Versailles est arrivé dans le jeu. Donc on a repensé toute l'histoire pour que ça colle sur Versailles avec les artistes qui hantaient Versailles. Et donc, en fait, les choses se sont écrites au fur et à mesure que les partenaires qui étaient assez séduits par l'idée de l'écologie. Et je pense que ça a permis de ramener pas mal de personnes autour de la table. Plus il y avait un nouvel arrivant qui arrivait, plus on pouvait s'autoriser à réécrire l'histoire encore, jusqu'à ce qu'on trouve ce concept-là avec du coup les plus jeunes qui vont nous remettre le contexte et l'opéra de Puccini qui garde la place principale. Et je pense que ça se rapproche beaucoup de ce que tu voulais faire à l'origine. Mais maintenant, je me dis qu'effectivement, quand on voulait faire un truc nouveau, faut pas avoir peur, quoi. Faut se dire ok, on va changer 15 fois et ça fait partie du kiff du truc. Ouais, c'est vrai que c'est en fait non mais la création d'un film, c'est quand même incroyable parce que moi, j'étais venu, ce que vous voyez à peu près à l'écran, c'était un peu comment j'imaginais le concept, allez, 70-80%. Et c'est vrai que, alors, je me forçais dans les réunions, je me disais, ne dis rien, mais quand j'entendais, non, mais les chanteurs d'opéra, ouais, non, mais ils vont pas jouer, non, mais c'est pas des bons acteurs et tout, j'étais là, je disais, zen, voilà. Non, mais ils vont pas pouvoir pitcher les dialogues. Je disais, vous savez, ça s'appelle l'opéra comique. Il y a des pages et des pages de dialogue et on joue la comédie sur scène et puis après on chante. Donc voilà, bon, ça faisait partie. Mais et en même temps, moi, dans cette réflexion-là, c'était important aussi de ne pas brider, de ne pas dire non, mais si on peut faire ça. Parce que si vous commencez à dire ah non, mais ça va pas être ça, ça va pas être ça. Enfin, on n'est pas dans un échange créatif. Mais voilà, au fond de moi, quand la question s'abordait, non, mais on prendra des comédiens et puis on les fera chanter par-dessus, j'ai dit, non, mais en fait, même pas un rêve. Ça sera des chanteurs d'opéra. On va pas faire un opéra sans chanteur d'opéra. Moi, je vous explique, ou alors, je suis plus parmi vous, quoi. Voilà. Bon, enfin, bref, on arrive à ça, mais c'est vrai que, comme tout projet, en fait, au début, vous n'avez pas la confirmation de certains orchestre ou quoi, enfin voilà, et donc vous écrivez, en fait, moi c'est pareil, tout à l'heure vous disiez est-ce qu'il pourrait y avoir un numéro 2? Oui, évidemment, moi je réfléchis comme pour ça, c'est-à-dire que j'ai le concept idéal, j'ai le film idéal à 3-4 millions, et puis après j'ai la réalité qui me rattrape, c'est-à-dire que finalement il faut écrire pour 1 million, ou finalement moins de 300 000 euros, ou finalement il y a un orchestre qui est OK, mais il peut que enregistrer à cette période-là, ou alors un théâtre qui est partenaire, mais il veut qu'on filme les murs de son théâtre. En fait, finalement, vous écrivez aussi sur mesure, quoi. Ça, c'est un peu le... alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup porté ce projet, c'est vraiment mon bébé, que ce soit la direction artistique, la mise en scène, tout ça, mais vous êtes rattrapé aussi par la réalité, mais c'est ce qui rend aussi le projet assez fascinant. Vous parliez tout à l'heure avec un peu le côté un peu artisanal comme ça de la vitesse d'exécution. C'est ce qui rend aussi ce côté un peu surprenant du projet, parce qu'on a fait ça comme ça à la hussarde, en courant le soir dans Versailles quand il n'y avait plus personne, et quelque part ça se ressent un petit peu dans le film aussi, un peu cette urgence comme ça enfin, je crois que dans le récit, on était dans les dessous de Versailles, mais dans la réalité aussi. On était. D'ailleurs, pour la petite histoire, les choses que vous voyez au tout début, c'est dans les anciennes cuisines qu'a fait faire Charles de Gaulle dans les dessous de Versailles, où jamais personne, je suis même pas sûr qu'il y ait eu un documentaire sur ces, peut-être un, mais avec des vieux téléphones, des vieux systèmes de radio, enfin c'est quand même assez hallucinant. Donc on a eu droit à des accès comme ça, mais ça c'est le charme de l'opéra. Alors ça, il y a un truc qui est sympa, c'est que quand on vient du milieu de l'opéra,
avec le badge opéra, on arrive à ouvrir des lieux et à faire des choses assez hallucinantes. Et donc voilà, vous vous retrouvez de nuit tout seul dans Versailles. Et donc ça nous a permis d'avoir des décors aussi un peu originaux. Tout ce que vous voyez a été tourné dans Versailles et de s'amuser avec le lieu aussi. Merci beaucoup. L'heure nous oblige d'arrêter là. Merci à vous trois. Merci à vous. Et sachez que le film, si je ne me trompe pas, est encore disponible en replay sur la plateforme France Télé. Donc n'hésitez pas à le partager ou à le revoir tout simplement aussi. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.